Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est David Megel. Il est délégué départemental du Rassemblement national dans le Morbihan. Il est également conseiller municipal de la ville de Lanester. Il a fait la route depuis très tôt ce matin pour être avec nous. Merci infiniment, bonjour. Oui, bonjour. Oui, effectivement, route très tôt ce matin, dès 5h30 pour venir vous rejoindre. Voilà, donc vous êtes au micro de la matinale, on va parler de politique, on va parler des élections européennes. On est à 3 jours même de du scrutin des élections européennes, avec un climat particulier pour ces élections et le Rassemblement national qui a le vent en poupe. On va en dire un mot. Je voulais vous entendre avant de commencer sur ce climat. Un climat de défiance aujourd'hui et puis ce climat particulier avec la guerre en Ukraine d'un côté, le conflit israélo-palestinien de l'autre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, alors pour répondre sur le premier point, que le Rassemblement national a le vent en poupe, la première chose que je souhaite vous dire, c'est que attention, les sondages, ça reste des sondages et qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre qu'il est important de se déplacer aux urnes parce que c'est un scrutin vraiment essentiel, hein, peut-être encore plus essentiel que les autres scrutins, parce qu'aujourd'hui nous sommes, je crois, sur un scrutin de bascule. Voilà, aujourd'hui il y a des choix qui sont fondamentaux. C'est ce choix de pencher vers une Europe fédérale avec un super président de l'Europe qui déciderait à la place de chacun des Françaises et des Français, ou effectivement la vision du Rassemblement national qui est plus pour une vision de coopération des nations où la France, l'État français, pourrait continuer à choisir de l'avenir de chacun des Françaises et des Français. Donc c'est un scrutin, je crois, encore plus important. Le schéma de l'Europe fédérale avait été refusé en 2005 avec le référendum. Aujourd'hui, il y a une chance de se rattraper. Donc il faut qu'aujourd'hui les Françaises et les Français se déplacent majoritairement aux urnes pour défendre la liste de Jordan Bardella, qui est, je crois, la mieux placée aujourd'hui pour défendre les Français. Je crois que nous sommes probablement l'un des derniers partis encore à aimer la France. Donc voilà, ça je crois que c'est un scrutin fondamental. Après, vous parlez d'un contexte particulier, c'est vrai, on parle beaucoup de ce conflit en Ukraine. Vous connaissez la position du Rassemblement national. Aujourd'hui, on pense que Emmanuel Macron joue probablement un jeu assez dangereux. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la guerre, c'est pas un jeu. On a un président de la République qui probablement n'a jamais connu un conflit, ou les conséquences d'un conflit, en tout cas sur le territoire national. Hein, on ne connaît plus ça depuis longtemps. Ce qui résonne avec le débarquement aujourd'hui, le 6 juin, en tout cas le 80e anniversaire du débarquement. Aujourd'hui, il faut vraiment tout mettre en œuvre. On sait que la Russie est quand même une force nucléaire. Il est doté de l'arme stratégique suprême, j'ai envie de dire. Hein, donc on sait qu'on peut très rapidement arriver à une escalade. On parlait récemment du choix d'Emmanuel Macron d'envoyer des instructeurs français former des militaires ukrainiens. Il a aussi ouvert une voie qui, selon nous, est un peu dangereuse, où il ne s'oppose pas à l'envoi de troupes éventuelles en Ukraine, hein, des soldats français. Donc attention quand même, une escalade peut arriver très vite, et nous notre priorité absolue, c'est de défendre bien évidemment les Françaises et les Français. On sait qu'il y a un risque important. Imaginons que demain, un de ces instructeurs français en Ukraine se fasse tuer par des militaires russes. Quelle sera la réponse de la France? Nous, on dit quand même, faut faire très attention avec ça. La guerre, c'est pas un jeu, donc voilà. Nous, on est là pour dire attention. Il faut protéger au maximum la France et les Français dans ce débat-là, quoi. Alors, avec des menaces qui ont été brandies hier soir devant la presse internationale par Vladimir Poutine, qui a dit nous, on s'autorise finalement à livrer des armes pour toucher les intérêts français à travers le monde, ou les intérêts, en tout cas, des pays qui vont fournir des armes à l'Ukraine. Est-ce que c'est un nouveau point d'escalade ? Effectivement, ça peut être vu comme un nouveau point d'escalade. De toute façon, Vladimir Poutine est dans la position de l'agresseur et il ne compte pas, je pense, s'arrêter là. Effectivement, chacun, j'utilisais le terme d'escalade il y a quelques minutes là, effectivement, chacun met un petit peu d'huile sur le feu à sa manière. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est prudence, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut s'agenouiller devant le bloc russe. Effectivement, il faut quand même faire preuve de fermeté sur certains points, mais c'est l'enjeu diplomatique. C'est vraiment quelque chose de délicat, il faut pas aller trop loin, quoi. Voilà, c'est la diplomatie qui peut faire la différence. C'est seule la diplomatie qui pourra faire la différence. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour que se mettre autour de la table
et que les armes et que les tirs cessent, quoi. Voilà. On commémore aujourd'hui le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Je le disais tout à l'heure, à cette heure-ci, il y avait déjà beaucoup de soldats, beaucoup d'équipements militaires. La bataille était engagée. On va assister à partir de 15h aux cérémonies de commémoration de cet événement qui n'a pas eu d'équivalent, finalement, événement militaire. Est-ce qu'il fallait inviter Vladimir Poutine ou est-ce qu'il fallait inviter la Russie, qui sera la grande absente, finalement, de ces commémorations ? Je crois que finalement, l'inviter ou pas, c'est pas vraiment un sujet, parce que au combien même on l'aurait invité, il ne serait pas venu. Donc, fallait-il l'inviter ou pas, c'est une décision qui appartient au président de la République française. Je crois pas qu'il ait mis une invitation, si, je crois. Hein. Non, alors il y avait une idée, je ne crois pas. Au départ, d'inviter au moins une délégation. Ouais, ça une n'a délégation. Pas eu de suite, donc, cet anniversaire des 80 ans se fera sans délégation russe, sans Vladimir Poutine. Mais comme je vous dis, de toute façon, Vladimir Poutine ne serait pas venu. Donc, je crois que finalement, c'est pas réellement un sujet. Voilà. Il y avait quand même le peuple, beaucoup de soviétiques à l'époque qui s'étaient battus pour la libération. Ça peut aussi apporter un ressentiment du côté des Russes. Je crois qu'au niveau de la Russie, aujourd'hui, la Russie voit la France quand même d'un autre œil, si vous voulez, hein, depuis les positionnements avec l'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, la France est de plus en plus considérée comme un ennemi. Hein. Donc, effectivement, les Russes, ils ont une vision de la France qui se détériore. Hein. Voilà. Alors ça nous amène à la géopolitique, ça nous amène à l'Europe. On voit une Europe aujourd'hui qui est en proie à une forme de défiance. On voit la montée des partis populistes, hein, c'est le terme générique, certains disent l'extrême droite, vous allez me dire votre sentiment là-dessus. On voit ici la progression de l'extrême droite, là encore le terme générique. Alors on va parler de Rassemblement National. En ce qui nous concerne, le Rassemblement National, je le disais en commençant qu'il y a le vent en poupe, il y a un effet Jordan Bardella, et on le voit aussi en Bretagne. Un récent sondage fait état d'au moins 27% d'intention de vote pour le Rassemblement National. Quelque chose qui n'était pas arrivé jusque-là. Est-ce que finalement vous vous installez durablement dans le paysage politique français et plus largement dans le paysage politique breton ? Écoutez, oui, je crois déjà qu'il y a une volonté du Rassemblement National de s'installer partout en France. On l'a vu au dernier scrutin des législatives. Hein. On a vu aujourd'hui qu'il y a eu une reconnaissance de la part des électeurs pour les idées du Rassemblement National. Cette portée aujourd'hui à l'Assemblée permet aussi à tous les Français de mieux connaître le Rassemblement National, parce qu'à l'époque, la portée du Rassemblement National était beaucoup plus faible, et ça laissait libre cours à de fausses idées qui étaient véhiculées par les oppositions, très souvent. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'un député ou un cadre du Bureau national du Rassemblement National soit sur les antennes, soit radio ou télévisée, et donc le Français connaît beaucoup mieux le Rassemblement National. Aujourd'hui, il se rend compte que nous sommes des citoyens comme tous les autres. Hein, voilà, nous sommes des pères de famille, nous sommes des gens qui sont là pour véhiculer une idée de la France qui est celle que nous pensons, c'est-à-dire que nous sommes attachés au drapeau, à la nation, nous sommes attachés à l'histoire de la France. Et je crois, pour répondre plus localement en Bretagne, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, parce qu'on voit que ce qui se passait peut-être plus dans le sud de la France, puis dans le centre de la France, aujourd'hui, on parle beaucoup d'insécurité, on parle beaucoup de migration, mais on voit aujourd'hui... on le voit dans des villes comme Vannes, on le voit dans des villes comme Lorient, dans certains quartiers, ou même Brest, en Bretagne, ou à Rennes, enfin, il y a tellement de quartiers. Où effectivement, ce qui se passait loin, voilà, on pensait que, le Breton pensait que la Bretagne était à l'abri, elle était isolée, entre guillemets, elle était à l'abri. Aujourd'hui, c'est plus le cas, voilà. Donc on se rend compte que peut-être, même pas peut-être, mais finalement, le Rassemblement National avait vu juste, et qu'aujourd'hui... peut-être que le principe de précaution, c'est l'un des meilleurs principes qu'il est nécessaire d'appliquer et que le Rassemblement National le propose. Alors, Jordan Bardella a fait des questions d'immigration et de sécurité, j'allais dire, un des thèmes, enfin, en tout cas, les thèmes de sa campagne. Alors, il y en a bien d'autres. On va pas tous les balayer ce matin parce qu'on n'aura pas le temps, évidemment. Mais justement, sur l'insécurité aujourd'hui, on entend beaucoup parler de faits divers, donc qui ont sans doute aussi un peu nourri la campagne ces derniers jours ou ces dernières semaines. Est-ce que aujourd'hui, il faut mettre en place une véritable politique européenne pour lutter, par exemple, contre les trafics. On pense au trafic de drogue qui prend beaucoup d'ampleur partout en France et ici aussi en Bretagne. Est-ce que lorsque le Rassemblement National sera aux affaires, s'il arrive aux affaires, est-ce que ça va être une des priorités ? Alors il faut savoir que, pour parler à l'échelle européenne, là on va plutôt parler des migrations et des pactes de migration. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a
les chiffres le confirment de manière plutôt claire, quoi. Il y a un lien aujourd'hui entre l'immigration et l'insécurité. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, alors c'est pas une nouveauté, hein, au Rassemblement national, c'est un thème sur lequel on s'est toujours prononcé. On avait dit attention, ça risque d'arriver. Aujourd'hui, c'est là. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a le pacte d'immigration qui a été voté à l'échelle européenne, pacte auquel évidemment on s'oppose. Je crois d'ailleurs que le Rassemblement national a déposé un recours, je crois hier ou avant-hier, concernant le pacte d'immigration qui impose aux États membres de recevoir un volume X ou Y de migrants dans ces États. Sous peine de sanctions financières si l'État ne les reçoit pas. Oui, effectivement, je crois que c'est à hauteur de 20 000 euros par migrant qui doit être supporté bien évidemment par le contribuable. Donc ça pose des questionnements. Nous, on est favorable, vous savez, à ce que Frontex reprenne un vrai rôle de garde-frontière. Aujourd'hui, Frontex ne joue plus son rôle comme il devrait le faire. Nous, on considère aujourd'hui, en termes de migration, que la logique serait que les demandes de visa, les demandes d'accueil dans un territoire doivent se faire depuis les pays d'origine, dans les ambassades ou dans les consulats, ce qui nous paraît l'un des meilleurs moyens déjà pour gérer cette migration et de choisir les personnes qui sont susceptibles de venir sur notre territoire. C'est aussi on considère qu'on ne peut pas s'imposer chez nous. Voilà. Si on veut aller chez quelqu'un, on ne force pas la porte, on ne casse pas la porte. Donc on considère que pour venir chez nous, il faut toquer à la porte. Et à partir de là, ça passe déjà par une demande dans les consulats et les ambassades. Et que ceux qui viennent en cassant la porte ne sont pas les bienvenus. Dans ce cas, nous, on les fait repartir chez eux. Ils vont refrapper à la porte du consulat et de l'ambassade et ils font une demande en bonne et due forme. Et là, effectivement, on part sur un autre contexte. Après, c'est vrai que vous avez probablement entendu parler de la proposition de Jordan Bardella d'instaurer une double frontière. La fameuse double frontière, oui. Alors, c'est un terme un peu qui fait peur à certains, hein, on doit le dire, mais après, j'ai envie de vous dire, le monde entier est construit de frontières. Hein. J'ai même envie de vous dire, entre le Morbihan, le Finistère, même au point de vue régional, on prend n'importe quel livre d'histoire. Aujourd'hui, les frontières, il y en a partout. On achète une map monde, il y a des frontières. C'est quelque chose qui existe et qui est cohérent. La frontière, c'est pas quelque chose qui doit faire peur, c'est quelque chose qui protège. Et un pays sans frontières, aujourd'hui, malheureusement, ça ne pourrait pas fonctionner. Une Europe sans frontières, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, ce modèle de double frontière est intéressant parce qu'il permettrait, par exemple, pour des migrants qui sont extra-européens, forcément, et qui auraient par exemple un visa pour l'Italie, ne pourraient pas se déplacer librement dans l'ensemble de l'espace Schengen, mais uniquement en Italie et pas ailleurs. Ça remet en cause aussi, en quelque sorte, l'espace Schengen tel qu'il a été pensé. Non, parce qu'il était pour la libre circulation des personnes de l'espace Schengen. Donc non, on est, je crois, en conformité avec l'esprit qui était au départ. Nous, on s'attaque plus à, effectivement, une personne qui a... On l'a vu, hein, c'est des idées qui sont venues naturellement. On a vu qu'il y a certains attentats. Hein, il y a eu beaucoup d'attentats sur le sol français, et notamment parfois, effectivement, des migrants qui venaient par d'autres passerelles, d'autres pays, et qui avaient la libre circulation dans l'espace, et qui malheureusement ont créé des choses complexes, hein, qui ont créé qui ont fait, je crois, souffrir pas mal les Français. Donc aujourd'hui, nous, on veut protéger. Tout va dans le sens de la protection des Français dans ce que l'on propose. Alors il y a toujours ces menaces d'attentats, plus encore avec les événements à venir. On pense aux JO à Paris, un peu partout en France, puisqu'il y a des épreuves dans plusieurs villes. On pense aussi à un changement dans la société, puisque on voit arriver aussi une forme de radicalisation des populations, de certaines populations immigrées. Alors il ne s'agit pas là de pointer du doigt évidemment tout le monde, mais est-ce que la montée de l'islamisme radical, par exemple, c'est quelque chose qui va falloir prendre très vite en considération, sous peine éventuellement d'être débordé, si vous me permettez le terme? L'islamisme radical, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Hein. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On voit qu'ils sont structurés, on voit qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils recrutent de plus en plus jeunes, on voit que cette idéologie, elle se propage absolument partout. On le voit, et puis ils ont des relais, je crois, aujourd'hui en France, qui leur permet de gagner des batailles. S'ils gagnent des batailles aujourd'hui, ça veut dire qu'on a à la tête de l'État des personnes qui finalement courbent l'échine. Et là, ça pose un réel problème, parce que ça veut dire qu'ils ouvrent le champ, quelque part, à une montée de l'islamisme radical en France et en Europe, hein, plus largement. On le voit encore, une attaque au couteau en Allemagne récemment. On a eu des attentats. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience à ce niveau-là. On ne peut pas laisser s'installer ça chez nous. On ne peut pas laisser les Françaises et les Français se heurter et souvent seuls, se heurter seuls face à ces problèmes.
Donc je crois que le seul parti aujourd'hui qui va être en mesure de lutter contre ça, c'est le Rassemblement national, parce qu'il faut un courage politique que les autres n'ont pas forcément. Donc oui, l'islamisme radical, il va falloir s'y attaquer de manière sérieuse. Mais... On a un choc des cultures, un choc des civilisations. On a entendu beaucoup ces termes ces temps derniers dans la campagne. Est-ce que c'est pas excessif ou est-ce que c'est une réalité ? Je crois que c'est une réalité. Aujourd'hui, on voit dans certains quartiers, pour reprendre un peu les propos de Jordan Bardella, où le Français ne reconnaît plus le quartier dans lequel il a grandi, où aujourd'hui... il ne reconnaît plus son petit village, son petit quartier, son petit commerce de proximité, où tout le monde se serrait la main, où tout le monde se disait bonjour, où on pouvait se promener tranquillement, où une jeune femme pouvait se promener tranquillement en jupe. Aujourd'hui, oui, ce choc, il est là. On est en lien directement avec le sujet précédent que vous venez d'aborder, l'islamisme radical. Il y a aujourd'hui... et je crois que certains partis, malheureusement, mettent de l'huile sur le feu. On pourrait parler de LFI, notamment, qui, aujourd'hui, on pourrait... les taxer, ils vont chercher leur électorat vers ces personnes-là qui mettent une pression assez, mais vraiment importante dans certains quartiers de France. Et il y a, je crois, effectivement, une rupture qui est en train de se créer. On voit aujourd'hui des Français qui quittent ces quartiers, voilà, qui disent, nous, aujourd'hui, finalement, c'est une cité dortoir. Nous, on vient là pour dormir. On va au travail, on vient là pour dormir, mais on n'ose plus se promener comme avant. Voilà. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a un gros travail effectivement à mener, parce que on peut pas accepter ça. Aujourd'hui, on doit pouvoir, partout en France, quel que soit le quartier, quelle que soit la rue, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, aujourd'hui, normalement, on doit pouvoir se promener en sécurité. Alors, c'est sûr, avec monsieur Dupond-Moretti qui parle d'un sentiment, que c'est juste un sentiment, je pense pas qu'il soit apte à prendre les réformes qui sont nécessaires pour faciliter la vie des Français à ce niveau-là. Aujourd'hui, je crois que c'est une priorité. Tout le monde a le droit, aujourd'hui, devrait en tout cas avoir le droit de se promener tranquillement dans les rues de France. Voilà. Vous parliez d'LFI à l'instant. LFI a fait encore parler d'elle, la France Insoumise, avec la députée Rachel Keke, qui a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale avant-hier. Il y avait déjà eu un précédent avec un autre député de la France Insoumise. Est-ce que vous prenez le terme bordélisation ? On entend beaucoup ce terme aujourd'hui de l'Assemblée nationale, de la vie politique aussi. Alors moi je crois sincèrement que on peut pas le généraliser à toute l'Assemblée nationale, quand on dit bordélisation de l'Assemblée nationale. Une chose est certaine, c'est que le côté gauche de l'hémicycle brille en ce moment par des interventions plus que douteuses, parce que le principe majeur de l'Assemblée nationale, c'est qu'on débat par les mots, normalement. Voilà, on débat par les mots, il n'y a pas d'expression normalement qui est autorisée, on peut pas venir avec des drapeaux, normalement, il n'y a pas de syndicalisme, il n'y a pas d'activisme qui doit être présent dans l'hémicycle. Voilà. C'est des gens qui sont posés. Aujourd'hui, la politique, normalement, on doit faire preuve on doit être des modèles. Voilà. Aujourd'hui, je pense que les gens qui font de la vraie politique doivent être des modèles. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Moi, je trouve que brandir un drapeau dans l'Assemblée nationale, ça soulève quand même beaucoup de questions. Moi, je crois que ces gens-là, ils sont écartés un peu de la politique en faisant ça. On parle beaucoup de la Palestine. Finalement, c'est ce soutien à la Palestine qui s'est invité dans l'actualité, qui s'est invité aussi dans la campagne des Européennes. On en a beaucoup parlé. Depuis le 7 octobre, il y a eu un basculement en France. Alors, le 7 octobre, il faut quand même rappeler que le Hamas, qui tient un peu une partie du peuple de Palestine, le Hamas a quand même fait une tuerie de masse le 7 octobre. Donc... aujourd'hui, effectivement, le peuple de Palestine, on peut effectivement en parler. Nous, vous savez notre position là-dessus. Nous, on est pour deux États distincts, mais on n'est pas pour un État Hamas et un autre État. On est pour un État de Palestine. Donc, effectivement, je vois aussi que, quand même... donc, sur ces sujets-là, il est évident que le peuple de Palestine souffre. Ça, c'est une évidence. Mais il souffre parce qu'on laisse une idéologie de terrorisme et le Hamas se propager en Palestine. Donc nous sommes pour deux États, mais deux États sans le Hamas. Il faut boycotter Israël, en tout cas les intérêts israéliens en France, comme on l'a entendu par exemple de la part de la France Insoumise. Excusez-moi. Il faut boycotter les intérêts israéliens en France, comme on a pu l'entendre. Je trouve qu'aujourd'hui, vous imaginez, on est en 2024. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ou ceux qui suivent un peu l'activité se rendent compte qu'aujourd'hui on a quand même un antisémitisme qui grandit en France, quoi. Enfin, on n'a jamais vu autant d'attaques contre les Juifs ces dernières années. Je crois qu'il y a une explosion de 300%, ou je crois, je mets des réserves sur les chiffres, mais je crois qu'on a eu une augmentation de plus de 300% des attaques antisémites en France. Vous imaginez où on en est aujourd'hui. Donc, on ne peut pas accepter, je
pourrais parler de Sciences Po, par exemple, ce qui s'est passé récemment à Sciences Po. On peut pas accepter ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, les Juifs de France doivent pouvoir vivre en paix. On parlait tout à l'heure de rupture dans la population française. En voilà encore la preuve. Aujourd'hui, on peut pas accepter ça. Non, je suis désolé. Donc, il y a aujourd'hui, malheureusement, on met en avant des minorités. Voilà, on met en avant des minorités qui ont le vent, qui se permettent de prendre en otage, par exemple, Sciences Po, qui de surcroît, je crois, n'ont même pas été sanctionnés. Je crois, hein. Donc, il y a eu des exclusions, je crois, quelques-unes. Des petites alors, hein. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire preuve de plus de fermeté vis-à-vis de ça. On peut pas accepter une montée de l'antisémitisme ici chez nous en France, pas chez nous, quoi. Voilà. Alors pour le contexte, il y a cette élection européenne, contexte aussi qui nous amène à penser à la souveraineté. Alors, le mot souveraineté a été beaucoup utilisé ces derniers temps par le président de la République lors de son discours à la Sorbonne. Souveraineté européenne. On a entendu effectivement Jordan Bardella, Madame Le Pen également s'insurger contre ce terme de souveraineté européenne pour y placer plutôt souveraineté des États, souveraineté française. Comment garantir la souveraineté de la France dans l'Europe pour les années à venir? Alors bon, la souveraineté, ça balaye, enfin ça englobe énormément de sujets en fait, la souveraineté. On peut parler déjà de souveraineté énergétique parce qu'on a vu l'hiver dernier, on craignait des ruptures et des coupures d'électricité et des carences en énergie. Faut quand même rappeler qu'on avait le meilleur instrument de production électrique au monde quasiment avec la filière nucléaire. On avait l'un des meilleurs. Les politiques récentes d'Emmanuel Macron ont fait vaciller ce qui était un outil exceptionnel pour les Français et qui garantissait des prix de l'énergie les plus bas quasiment au monde, quoi. Donc on a fermé Fessenheim et puis on a, je crois, le président de la République a répondu à une idéologie. Il s'est incliné face à une idéologie écologiste qui n'est pas encore applicable aujourd'hui. Donc en termes d'énergie, le Rassemblement national, lui, ce qu'il veut, c'est reprendre une souveraineté énergétique déjà au niveau national, avec bien évidemment la reprise nucléaire. Ce programme était merveilleux. On a aussi on a beaucoup d'ambition à ce niveau-là. On ne peut pas dépendre énergétiquement parlant d'une Europe. On n'est pas prêt. On a voulu mettre des éoliens, on a voulu accentuer énormément sur les énergies renouvelables. En soi, l'idée est noble. L'idée est noble en soi, mais est-elle applicable? On sait que les énergies comme l'éolien, c'est une énergie qui n'est pas permanente. On parle d'énergie alternative. Et souvent, on se rend compte que quand on a trop d'éoliennes, on est obligé de compenser le manque à gagner quand il n'y a pas de vent ou quand l'éolienne ne tourne pas par du gaz ou des ouvertures d'usines à charbon. Donc on avait cet outil nucléaire, il faut le reprendre. On pourrait parler de souveraineté aussi sur l'agriculture. Aujourd'hui. Alors j'allais y venir, vous me devancez, mais c'est très bien. Sur l'agriculture, on avait l'une des meilleures agricultures au monde. Aujourd'hui, je crois que c'est 120 exploitations qui ferment par an, je crois. Donc c'est quand même quelque chose d'inquiétant aujourd'hui. Avec des agriculteurs qui sont toujours en colère. La colère n'a pas diminué et les actions recommencent depuis quelques jours. On revoit les tracteurs dans les rues. Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, on avait vu au Salon de l'Agriculture un Emmanuel Macron, un président de la République, qui enlève la veste, qui relève les manches, et qui dit « Mais écoutez, moi ça y est, vous inquiétez pas, je vais changer votre vie ». Bon, en l'occurrence, il n'y a rien qu'à changer, parce que pour une raison simple, c'est que là aussi, et ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, c'est que il faut absolument que tout le monde se manifeste dans les urnes, parce que majoritairement, l'agriculture française, malheureusement, est tenue par Bruxelles aujourd'hui. Voilà, on le sait, donc... Aujourd'hui, il faut par exemple donner une priorité à nos agriculteurs français dans tout ce qui est marché public, par exemple. Jordan Bardella le répète suffisamment sur les plateaux. Effectivement, la commande publique, on doit prioriser nos agriculteurs qui cultivent ici, et d'autant plus en Bretagne, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs ici en Bretagne. J'en ai rencontré d'ailleurs un récemment. Et donc, ils ont beaucoup d'inquiétudes. Ils subissent de plein fouet également une concurrence déloyale, parce que les normes aujourd'hui ne sont pas identiques dans chacun des pays européens. Donc, dans certains pays, les hormones de croissance sont autorisées, pas chez nous. Il y a l'Ukraine aussi qui est arrivée. Il y a une inquiétude sur l'entrée de l'Ukraine dans l'espace européen, en tout cas dans l'Union européenne, qui changerait sans doute les règles de la PAC.
Alors ça a changé les règles de la PAC et ça toucherait directement nos agriculteurs parce qu'on coupe le gâteau, la PAC. Donc plus on est demande à partager le gâteau et plus le gâteau sera restreint également pour les agriculteurs français. Mais de toute façon, vous le savez, nous au Rassemblement national, on est opposé à tout élargissement. Vous imaginez là, il y a des projections jusqu'à 35, avec la Turquie notamment, la Turquie, l'Ukraine et d'autres pays où les écarts de salaire sont complètement astronomiques. Alors on sait que Emmanuel Macron, et c'était avec Nathalie Loiseau au dernier scrutin des européennes, veut instaurer un SMIC européen, mais c'est impossible dans les conditions actuelles. L'Europe sociale n'est pas faisable aujourd'hui. Pardon, l'Europe sociale n'est pas faisable aujourd'hui. Non, je crois que c'est prématuré. Il y a des écarts qui sont beaucoup trop importants. Il y a effectivement des travaux qui sont engagés par le Parlement européen, par la Commission européenne, pour essayer de lisser, mais ça prendra encore des décennies et des décennies. L'Europe n'est pas prête pour ça. Alors il y a une préoccupation des Français, préoccupation majeure également, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui on voit que les Français peinent à payer leur électricité, à se loger. Là aussi le Rassemblement national, on l'a entendu en tout cas par la voix de Jordan Bardella, veut être volontaire et même au niveau européen. Sur l'énergie, on l'a un peu abordé. On sait qu'aujourd'hui, le prix de l'énergie a pris plus de 40%, 48%, je crois, sur les deux ou trois dernières années. On sait exactement pourquoi, parce qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz allemand, qui d'ailleurs a fait une politique écologique assez catastrophique. En Allemagne, on voit que c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est revoir les conditions du marché européen de l'énergie et reprendre notre autonomie énergétique, ce qui permettrait d'abaisser déjà environ de 30% les prix de l'énergie. On voit que l'impact est vraiment important. L'énergie, il touche effectivement chacun d'entre nous, mais il touche aussi les entreprises, les petites PME, les restaurants, tout ce qui est boulangerie. On avait vu récemment, notamment en Bretagne, une avalanche des fermetures de boulangeries où la consommation énergétique est importante. Donc ça touche les PME, ça touche l'ensemble des Françaises et des Français. Donc nous sommes effectivement pour l'énergie, pour revoir les conditions du marché européen de l'énergie. Alors, avec aussi une vision de l'Union européenne, et c'est là-dessus qu'on va terminer, parce que ça va très vite, mais une vision de l'Union européenne par le Rassemblement national, c'est l'Europe des nations. Alors, on parle beaucoup de l'Europe des nations aujourd'hui. Une Europe fédérale, là aussi, les Français ou certains pays européens n'y sont pas prêts. L'Europe fédérale, pour synthétiser un petit peu, c'est quelque chose de compliqué. C'est un super président, c'est un président de toute l'Europe, et c'est la perte décisionnaire des États. Voilà, c'est-à-dire que les États ne peuvent plus utiliser leur constitution. C'est une constitution européenne. On efface les constitutions des nations. On n'a plus le pouvoir de décider pour nous. Déjà, on le voit, on le perd on voit l'agriculture. On perd notre pouvoir de décision sur l'agriculture. On perd notre pouvoir de décision sur l'énergie. On risque de perdre avec l'Europe fédérale notre pouvoir de décision sur l'armée, sur la dissuasion nucléaire. On perd notre droit de veto. On passe à des systèmes d'unanimité, on perd le système de l'unanimité, on passe à des systèmes de majorité. Et là, effectivement, ça crée des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on aurait aujourd'hui, un chef d'État français aurait bien moins de pouvoir qu'un gouverneur aux États-Unis, dans un État quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, voilà, on parlait d'enjeu tout à l'heure, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est voulons-nous décider de notre avenir ou voulons-nous céder l'avenir de la France à Bruxelles ? Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Je voulais juste vous entendre, sous forme anecdotique, demain Emmanuel Macron pourrait être le président de l'Europe. Écoutez, on souhaite surtout pas, en tout cas. Moi, je ne crois pas. Je pense que ça serait compliqué, ça serait dangereux pour l'avenir de chacun des Françaises et des Français. Voilà. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Ce matin, notre invité était David Megel, délégué départemental du Rassemblement national dans le Morbihan, conseiller municipal de Lanester. Il a fait donc la route pour être avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Merci infiniment. Très belle journée. Merci de votre accueil. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.